Bonjour, je suis François Jean, pédopsychiatre au centre hospitalier de Calais. Donc merci de m'avoir confié l'animation de cette table ronde. Donc d'abord, on va commencer par vos questions. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions par rapport aux présentations qui ont eu lieu? Bonjour, je suis donc infirmière en hôpital de jour. Je voudrais savoir si le diagnostic précoce et l'instauration rapide d'un traitement par méthylphénidate permettait d'avoir, à l'âge adulte, d'avoir une meilleure évolution de la pathologie. Je pense en tant que pédopsychiatre, je peux prendre cette question, ça vous prend le relais. Dans la pratique, on a vraiment cette impression-là. Quand on fait un diagnostic très tôt, vers 6 ans, c'est l'âge scolaire normalement pour le diagnostic, et qu'on accompagne bien, il y a beaucoup moins de comorbidités, notamment le TOP, trouble positionnel et provocation. Il est renforcé par l'absence de prise en charge. Et donc, une prise en charge précoce, en pratique, ça montre une meilleure évolution. Et quand on a des études, notamment sur l'addiction, on voit que ceux qui sont bien traités, bien pris en charge, ils font moins d'addiction, ils sont moins à risque à l'âge adulte. Et sur le chômage ou les choses comme ça, ces facteurs-là, on voit qu'ils ont un meilleur devenir. Je ne sais pas si quelqu'un voulait compléter de votre côté. Oui, merci pour cette question. Je pense que de manière générale et pour toutes les pathologies psychiatriques, les pathologies qui sont non traitées, elles vont entraîner des conséquences à la fois en termes de comorbidité, vous parlez des addictions, et également de retentissement au niveau social, au niveau des résultats scolaires, ce qui va entraîner des difficultés par la suite sur le plan professionnel, des difficultés dans les interactions sociales. Et donc, on a beaucoup plus facilement l'évolution vers la comorbidité et vers des situations qui sont complexes à prendre en charge. Je pense comme dans n'importe quel trouble psychiatrique qui ne serait pas pris en charge, ce qu'on appelle la durée de maladie non traitée est un facteur vraiment de mauvais pronostic pour la suite pour les patients. Si je peux rajouter un exemple très empirique, mais moi ça m'a marqué parce que venant d'une formation plus addictologique, j'étais habituée à des entretiens, à questionner vraiment les patients sur le plan addictologique, usage d'alcool, usage de tabac, usage d'autres produits, etc. Quelque chose d'assez systématique et vraiment où souvent la réponse est quand même oui. Et là, plusieurs patients donc les patients qui avaient été diagnostiqués pendant l'enfance et que je voyais pour un relais, il y en a pas mal qui me disaient: ah non, non, moi je consomme rien. Et donc je disais, mais ça, pas ça. Non, non, pas du tout. Je disais, pas ça. Et non, non, pas du tout. Et puis il s'appelle dire, moi on m'a toujours dit qu'avec mon trouble ou qu'avec mon traitement, je pouvais pas prendre ces trucs-là. Donc on avait un positionnement qui était parfois très manichéen par rapport à l'usage de substances. Et là, je trouvais que c'était hyper intéressant pour l'aspect de psychoéducation. On voyait que chez ces personnes-là, l'aspect de psychoéducation qu'ils avaient eu par rapport au TDAH et leur traitement depuis l'enfance a continué à avoir un impact par rapport au positionnement, par rapport au produit. Bon, après, c'était pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, pour une proportion d'entre eux, c'était quand même rapporté comme tel. Merci. Il y avait une autre question. Bonjour, je suis Julien Nonnet, je travaille sur le secteur de psychiatrie pour enfants ados de Dunkerque. On a parlé, déjà merci pour ces présentations. On a parlé depuis tout à l'heure alors à la fois des dernières avancées au niveau législatif et aussi des freins au niveau des prescriptions de traitement, etc., des freins à la prise en charge. Moi, je suis infirmier en pratique avancée et du coup, je voulais quand même signifier qu'on pouvait aussi, nous, à notre niveau, avoir un rôle à jouer en termes d'évaluation, d'orientation et aussi en termes de renouvellement de prescriptions, parce que même si c'est des prescriptions qui sont sécurisées, l'IPA, il est en possibilité, en capacité de pouvoir faire ces renouvellements. C'est important parce que du coup, ça permet quand même de fluidifier un peu les parcours et aussi de proposer une accessibilité aux soins pour les patients. Et je pense que c'était important de le signifier. Et du coup, ma question, c'est de savoir, est-ce que vous travaillez dans vos pratiques avec des IPA? Comment ça se passe? Je serais intéressé d'avoir votre retour sur le sujet.
En pratique, actuellement, on a un stagiaire IPA, mais infirmier depuis de longues années, qui fait son stage en addictologie et qui travaille sur la question du TDAH, Fabien, qui est ici présent. Et donc, dans les faits, on aimerait beaucoup avoir quelqu'un de pérenne pour justement aider dans le parcours de soins. Ce que vous décrivez, c'est effectivement hyper important, et c'est un projet qui a été monté, par exemple, en PACA Corse, où il y a vraiment un duo psychiatre-IPA qui permet de fluidifier le parcours de soins et pour lequel ils ont obtenu un financement vraiment pour valoriser cette activité. Donc, si les moyens nous le permettent, vraiment, on pense que ce serait hyper important. Mais c'est pas on n'a personne de manière pérenne actuellement par manque de moyens. Du coup, bonjour, je suis Jessica Loridan, je suis psychiatre addictologue et je travaille dans une unité d'addicto et dans une unité spécifique à l'hyperphagie-boulimie. J'avais une question justement par rapport au traitement, parce qu'en fait, du coup, l'hyperphagie-boulimie, nous, on fait des questionnaires systématiques par rapport au TDAH. Je pense que pour l'instant, les sous-diagnostics, mais qu'il y aurait quand même pas mal de divas à faire. Et là, justement, j'ai des patientes à mettre sous traitement. Et je me posais la question, entre l'Uxurta, la Ritaline ou autre, justement avec la comorbidité du TDAH, est-ce que quand même c'est plus reconnu peut-être de mettre du Xurta ou je commence par la Ritaline quand même, enfin, voilà. Alors, il y a quand même un point sur lequel, voilà, c'est la question du remboursement. Donc, en termes d'efficacité, c'est une autre question, mais là, actuellement, les deux sont pertinents, mais entre faire payer 90 € par mois à quelqu'un et essayer en première intention un traitement qui est autorisé et remboursé, moi, je dirais d'abord sur le méthylphénidate. Oui. Ouais. Bah, de toute façon, s'il le prend à l'hôpital, à la sortie d'hôpital, il devra. L'idée, c'est de pas juste avoir le traitement, le temps de l'hospitalisation ou de la prise en charge. Ça rejoint un petit peu, parfois, on a des questions sur est-ce qu'il faut faire un test thérapeutique lors d'une hospitalisation pour voir si le patient répond par méthylphénidate, ça veut peut-être dire qu'il a un TDAH. Alors, je digresse un peu, mais c'est parce que c'est des demandes qu'on a parfois. Et pour nous, c'est pas vraiment cohérent avec la physiopathologie générale qui va avoir un retentissement fonctionnel dans différents champs de la vie du sujet qu'il est difficile d'évaluer à l'hôpital. Donc, la question, c'est vraiment est-ce que le patient peut avoir accès à un traitement quand il est chez lui. Et comme le Xurta, c'est pas remboursé, si c'était remboursé, je sais pas. Je pense que j'essaierai l'un, et si l'autre fonctionne pas, je switcherai rapidement sur l'autre. Mais les deux pourraient être autorisés. Après, mais il faut qu'il y ait la comorbidité hyperphagie boulimique qui soit bien posée. Parce que, en tout cas, en France, le Xurta n'a d'AMM que dans le TDAH, pas dans l'hyperphagie boulimique. Contrairement aux États-Unis où ça peut l'être dans l'hyperphagie boulimique seule. Après, je ne sais pas s'il y avait des études sur la comorbidité, des traitements dans le cadre de la comorbidité. Je sais que c'est des genres d'études qu'on voit assez peu, même pour l'addiction, il n'y en a pas tellement. Est-ce qu'il y avait des études qu'on a testées? Parce qu'on dirait que la liste d'examphétamines, c'est autorisé de chaque côté. Mais est-ce que ça a été testé pour un groupe, un échantillon, où c'était comorbide? Est-ce que ça, on sait si ça existe comme étude? Là, je n'ai pas en tête de données de la littérature si la question c'est est-ce que... je n'ai pas de données en tête précises, je ne pourrais pas vous répondre. Je pense que ça doit être quand on parlait de la recherche et des choses à faire, c'est probablement un trou à combler, ça, en termes de connaissances scientifiques, dans le cadre de la comorbidité propre, sachant que ces études de traitement de comorbidité, on en trouve dans TDAH addiction, donc pas forcément dans TDAH et autre chose. Même si des fois des recommandations, c'est plutôt des accords d'experts que ça repose sur des études. Donc peut-être quelque chose à faire prochainement. Il y a quand même régulièrement des propositions effectivement d'experts ou des consortiums pour certaines comorbidités, notamment avec le trouble anxieux. Qu'est-ce qu'on préfère mettre quand il y a un TDAH et trouble anxieux? Enfin, il y a quand même des trucs qui ressortent. Après, est-ce qu'il y a des grosses études en double aveugle, etc. Il n'y en a pas beaucoup pour les TDAH avec des comorbidités, mais ça vaut quand même le coup d'œil de jeter. Je pense que ça doit exister sûrement pour des études peut-être prospectives, pas forcément, ou rétrospectives, pas forcément des essais cliniques, quoi, mais il doit y avoir des données sur le sujet quand même.
poser une autre question. Ouais, j'avais une autre question aussi par rapport au TDAH, notamment chez la femme. Enfin, nous, c'est plus la population que j'ai. Et du coup, quand je fais des divas, j'ai beaucoup de personnes qui sont plutôt positives aux symptômes premiers d'inattention, mais pas du tout à l'hyperactivité, notamment parce que, enfin, je pense aussi comme elles sont adultes, qu'elles ont appris plutôt à gérer. Mais malgré tout, il y a quand même une forme d'impulsivité, vu qu'il y a du... Enfin, nous, moi, j'ai pas mal d'hyperphagie ou autre. Et du coup, donc, elles sont positives pour la première partie et négatives pour la deuxième. Mais malgré tout, je peux quand même poser les diagnostics, je pense, de TDAH avec peut-être que... Il n'y a pas besoin du tout de... Enfin, l'un suffit, que ce soit le système attentionnel ou hyperactivité, impulsivité, il suffit un seul. Mais attention aux comorbidités car il n'y a qu'un seul. Oui. Très attention aux comorbidités car il n'y a que l'inattention, parce qu'il y a plein d'autres troubles neurodéveloppementaux où on peut avoir juste une atteinte de l'attention, comme des troubles des fonctions exécutives très isolées ou des troubles des fonctions mnésiques isolées. Enfin, quand on fait du trouble du neurodéveloppement, on voit souvent des atteintes isolées sur différentes fonctions instrumentales qui donnent des aspects d'inattention, mais qui... Et donc, on n'a vraiment que ça, il faut vraiment se méfier. L'aide, c'est un bilan neuropsychologique, ne fait pas le diagnostic, mais vous aide à bien voir ces aspects-là. C'est ça qui vous aide à réfléchir, et c'est typiquement le genre de situation où les centres experts sont là pour vous aider. Parce que le diagnostic, on a parlé tout à l'heure, il faudrait que les compétences soient partagées par la majorité des psychiatres. On ne s'imagine pas au CMP, à chaque fois qu'on a un patient déprimé, l'envoyer au centre expert dépression. On ne s'imagine pas le faire, et pourtant le TDAH, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une situation de TDAH, on l'envoie au centre expert TDAH. Et sur des cas simples, il faudrait que tout psychiatre puisse faire le diagnostic, et puis sur ces cas compliqués-là, envoyer dans le cadre de centre expert, peut-être, je pense que ça serait en tout cas une bonne réflexion, de dire on n'est pas censé tout savoir, tout connaître, tout maîtriser, mais on sait à qui adresser quand il y a besoin. Oui, typiquement, ça peut être un motif d'adressage. Notamment, là, on a un partenariat avec le Centre Ressources Autisme. Donc, c'est vrai, quand il y a une suspicion de comorbidité TDAH, TSA, on peut mobiliser l'équipe de liaison avec des délais de prise d'évaluation qui vont être plus courts. Donc, on peut tout à fait voir ça. Enfin, ça, c'est un motif de recours pour pouvoir évaluer les patients, typiquement, quand il y a un doute. D'autres questions dans la salle ? Et du coup aussi, on est pas mal en difficulté du coup de l'autre côté où je travaille par rapport à la cocaïne, avec du coup l'utilisation, des diagnostics justement. On voit pas mal de patients quand ils sont sous cocaïne en disant est-ce que finalement il y a un TDAH et est-ce que justement ils s'auto-traitent avec la cocaïne. Alors j'avais vu des choses comme quoi effectivement le traitement par méthylphénidate n'avait pas forcément d'effet par rapport, ça aidait pas dans le sevrage cocaïne ou quoi, ou dans le maintien de l'abstinence. Et du coup, moi j'ai quand même du mal chez ces patients-là à faire le diagnostic de TDAH du coup, parce qu'à chaque fois les signes, cette comorbidité-là, je la trouve vachement compliquée pour le diagnostic de TDAH, en tout cas pour ma part. Alors je sais pas trop, parce qu'en plus souvent nous on a du mal à ceux qui consomment régulièrement, ils ont quand même du mal à avoir une abstinence assez durable ou autre, et du coup je sais pas trop. Nous on a tendance plutôt dans notre structure à pas forcément les mettre sous Ritaline, à attendre plutôt vraiment qu'il y ait une abstinence sur la cocaïne. Alors je sais pas trop l'expérience que vous avez avec TDAH cocaïne quoi. Alors c'est compliqué et ce d'autant plus qu'il y a un rapport qui est sorti récemment en montrant l'évolution des consommations de cocaïne. Donc par rapport à ça, je pense qu'on est vraiment aux prémices de la problématique, vu l'extension d'utilisation du produit, que ce soit cocaïne, forme crack, etc. Alors il y a eu cette idée reçue, ce raccourci qu'on a entendu pas mal en disant les patients qui prennent de la cocaïne et qui retrouvent un effet calmant de la cocaïne, ça veut dire qu'ils ont un TDAH. Donc il y a eu beaucoup ça qui traînait à un moment donné. Faut pas. Alors je pense que quand on a un patient qui rapporte un effet un peu inhabituel avec la cocaïne, on peut se poser la question d'un TDAH et réaliser le diagnostic comme on le ferait pour un autre patient, mais pas aller trop vite sur si la cocaïne le calme, c'est qu'il y a un TDAH. Peut-être que juste il est habitué à prendre de la cocaïne, que s'il ne prend pas de cocaïne, ça va provoquer des symptômes de sevrage et que la reprise de cocaïne va pouvoir réapaiser les choses. Donc il y a plein de biais de confusion là-dedans qui rendent difficile d'extrapoler. Et quant à la prise en charge, c'est compliqué parce qu'effectivement, si les symptômes de troubles de l'usage de cocaïne peuvent mimer des symptômes de TDAH. Donc c'est là où il faut être vigilant sur le recueil de symptômes pendant l'enfance.
Parce que quand le patient était tout petit, il y avait déjà, parce qu'à 6 ans, on peut se dire qu'il ne consommait pas de la cocaïne, enfin on espère en tout cas. Et donc si à l'école, on a déjà des informations pour dire il était turbulent, c'était compliqué, il y avait des problèmes de comportement, etc. Là, on peut se dire peut-être qu'il y a des choses et peut-être que le TDAH, en plus, a facilité, enfin, je ne sais pas si le facilité c'est le bon terme, mais en tout cas a pu provoquer un usage plus précoce et plus sévère de la cocaïne. Par contre, moi j'avais eu le cas aussi d'une patiente qui était venue et qui avait développé des symptômes attentionnels, des troubles cognitifs qui étaient TDAH-like à 20 ans après un usage de 6 à 12 mois de cocaïne. Et donc là, c'était compliqué. Là, on ne pouvait pas aller sur un diagnostic de TDAH. Il n'y avait rien pendant l'enfance, aucun même symptôme de stratégie de compensation, etc. Donc c'est compliqué. Il faut s'attarder à évaluer les symptômes pendant l'enfance, les moments sans consommation, même si parfois ils sont un peu rares, et essayer au mieux de contrôler l'usage avant d'envisager le méthylphénidate, parce que le combo méthylphénidate-cocaïne, en termes de répercussions, c'est quand même pas... Il y a quand même un impact cardiovasculaire qui peut être majoré et psychiatrique aussi. Après, désolé d'insister un peu sur le sujet, mais moi j'avais lu les études de Lievin qui a beaucoup fait des vraies études contrôlées sur ce sujet-là et qui montraient que c'était la substance où quand on traitait la comorbidité avec du méthylphénidate, c'est là où ça marchait le mieux pour contrôler le trouble de l'usage associé à cocaïne. Est-ce que ça vaut pas le coup? Du coup, moi quand j'avais lu ça, je me dis, même si j'ai un doute, je vais peut-être tenter le coup pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de tenter ou pas le coup, même s'il y a un petit doute, parce qu'on a du mal à déterminer vu la complexité des diagnostics? Alors moi, je ne tenterai pas le coup. Alors, il y a effectivement des études qui ont été réalisées pour le méthylphénidate comme éventuel traitement TSO-like ou traitement de substitution-like d'un trouble d'usage de cocaïne. Et les études n'ont pas montré de résultats d'impact d'effet significatif du méthylphénidate comme traitement de substitution d'un trouble d'usage de cocaïne. Donc ça, les études sont plutôt négatives sur le sujet, donc chez les troubles d'usage de cocaïne seuls en tout cas. Et il y a quand même, c'est toujours une histoire de balance bénéfice-risque. Le risque cardiovasculaire et psychiatrique d'ajouter du méthylphénidate dans un trouble d'usage de cocaïne non contrôlé, on ne peut pas dire oui ou non comme ça. Ça demande une balance bénéfice-risque régulière. Et j'ai quelques collègues qui ont eu des expériences de complications cardiovasculaires de méthylphénidate dans ce cas-là. Donc, par contre, effectivement, il faut quand même explorer toutes les chances pour le patient. Donc, s'il y a pas mal de choses qui ont été explorées avant, pourquoi pas faire un bilan cardio avant, vérifier, essayer de mettre toutes les filets de sécurité, mais ça reste... voilà, c'est une histoire de balance bénéfice-risque. Merci. D'autres questions peut-être dans la salle? Pour Antoine, peut-être? Alors moi, j'avais une question pour Antoine. J'ai vu ta courbe. Je vais t'embêter sur ta courbe. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris de méthylphénidate pendant le Covid? Parce que ça, tu n'en as pas parlé, hein, mais j'ai bien vu le gros creux des délivrances à ce moment-là, sur 2020. Hein, il est monstrueux. Est-ce que tu as fait des hypothèses à ce sujet? Parce que... Non, on n'a rien fait là-dessus. Par rapport au Covid, on a travaillé sur les anxiolytiques, hypnotiques, antidépresseurs, où on voyait une augmentation ou une diminution en fonction des classes d'âge et des genres. Là, ce n'était pas ce qui nous intéressait, mais effectivement, ce qu'on voit, et c'est le cas pour beaucoup d'autres molécules, c'est moins de délivrance pendant le premier confinement, parce qu'il y avait moins d'accès aux soins, les gens restaient confinés et puis ils n'allaient pas en pharmacie, quoi. Et il me semble aussi qu'un certain nombre de personnes prennent surtout leur traitement pendant les temps scolaires ou professionnels. Il y a aussi des traitements qui sont interrompus dans la mesure où les gens n'allaient plus à l'école. Il y a aussi peut-être, en dehors du fait qu'ils n'allaient pas chez le médecin pour renouveler leur traitement, ils avaient peut-être aussi moins de besoin de ces capacités d'attention et de concentration comme ils n'allaient plus à l'école, je pense. Et puis ça, on le revoyait sur les courbes aussi, quand je parlais de la saisonnalité. On voyait les pics vers le haut ou vers le bas qui collent aux vacances scolaires et aux périodes scolaires. Okay. Merci beaucoup. Des questions qui arrivent? Non. Une autre question, du coup, j'en profite un petit peu. C'était, je pense que l'explication à ce phénomène où il y a de plus en plus de demandes, je pense que ça... Est-ce que c'est pas une conséquence? Je me suis dit, quand j'ai vu ta courbe de cassure, la cassure, elle est monstrueuse. Quand on a l'habitude des séries temporelles, de voir des cassures à ce niveau-là, c'est vraiment, vraiment rare. C'est ma plus belle courbe, hein, celle-là. Ouais, c'est des cassures, mais des cassures vraiment, quand on a fait des analyses des séries temporelles, on ne voit pas des choses comme ça. Et est-ce que c'est pas un effet d'aubaine de législation, ou parce que y a la législation autorise, mais d'un coup c'est ouverture des vannes, et après c'est le bouche à oreille ou les réseaux sociaux. Moi perso, quand j'ouvre YouTube, j'ai l'impression d'être TDAH, hein, j'ai tellement de trucs qui m'invitent à l'être, et du coup l'algorithme il doit le mettre en avant parce que c'est un sujet beaucoup regardé,
Et il y a un effet algorithmique avec les réseaux sociaux qui est probablement existant, mais ça, on a du mal à le démontrer. Je sais pas si... Et d'ailleurs, c'est une autre question que je voulais te poser. Est-ce que toi, tu pourrais prouver que ces vidéos-là qui me disent que je suis TDAH, elles sont mises en avant pour moi ou pour tout le monde? Est-ce que ça peut avoir un effet de cet impact des réseaux sociaux dans les contenus passifs que je vois quand je scrolle? Est-ce que ça peut aussi augmenter cette demande de reconnaissance du diagnostic ou d'évaluation du diagnostic en tout cas? Alors, ce qui n'est pas évident, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus mesurer la quantité de vidéos qui étaient disponibles il y a quelques années. En fait, on pourrait faire des études à l'instant T. Quelle est la part de contenu lié au TDAH sur les réseaux sociaux? En revanche, ce qu'on pourrait faire, c'est des études qualitatives pour interroger les gens sur comment ils ont eu connaissance du TDAH et est-ce que le changement de législation a joué un rôle dans le fait qu'ils aillent voir des praticiens, qu'ils cherchent à avoir la molécule, etc. Mais ouais, du côté réseaux sociaux, ça me semble compliqué de pouvoir mesurer ce qui était partagé avant le changement d'AMM. Ouais, parce qu'on se bosse, bien sûr, ça a ouvert les vannes, mais après, il a fallu que l'information elle passe, quoi. Et l'information, elle n'est pas arrivée spontanément, elle n'est pas tombée dans l'oreille des gens comme ça. Il y a bien quelque chose qui l'a transmis, cette information. Alors, ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, c'est sur le contenu des réseaux sociaux orientés TDAH, voir la part qui est laissée aux médicaments. Il y a beaucoup de contenu qui est lié au diagnostic et l'autodiagnostic d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'il en est du médicament et en particulier pour le contenu français? Okay. Ça marche. D'autres questions qui arrivent dans la salle? Bon, ben, je continue mon monologue de questions. Quand j'avais l'âge de Diane, j'avais eu la chance d'être en consultation avec le professeur Bouvard au centre expert TDAH à Bordeaux. Et bon, à part le fait que les maîtresses disaient aux patients que le TDAH n'existait pas, et c'est plusieurs patients qui me l'ont raconté, c'était extraordinaire de voir ça à cette époque-là. Là, l'époque qu'on vit, elle est très bien pour les gens qui ont un TDAH, parce qu'à une certaine époque, les gens leur disaient que ça n'existait pas. Moi, je l'ai entendu de la bouche de patients de 6 ou 7 ans, et du coup, le médecin leur disait ça. Vous imaginez leur vécu quand le prof leur disait que ça n'existait pas, quand leur maîtresse leur disait ça. Mais j'en reviens pour ma question, c'est que je voyais à cette époque la prescription de venlafaxine pour les TDAH, avec l'effet ISRS-NAD, et comme alternative mieux tolérée pour le traitement du TDAH. Je sais que c'est plus du tout à la mode, hein, quand je vois la littérature, c'est des études qui datent et tout, mais est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt à ces ISRS-NAD ou ISD dans le traitement du TDAH, au moins sur la tolérance pour ceux qui ne tolèrent pas le méthylphénidate ou les autres psychostimulants de type l'X-désamphétamine, ou bon, on n'a pas l'adéral en Europe, mais si on avait l'adéral, ça serait encore moins bien toléré. Qu'est-ce qu'on peut se poser comme question de recherche, en tout cas, sur ce type de molécules? En tout cas, parmi les alternatives aux traitements psychostimulants, la venlafaxine ne fait pas partie des traitements de seconde intention qui sont rapportés dans les données de la littérature pour l'aspect du traitement du TDAH. Donc, je n'ai pas fait de biblio précis sur l'intérêt du... Je ne pourrais pas dire ce qui a été évalué en termes de venlafaxine dans l'indication du TDAH, mais en tout cas, clairement, ça ne fait pas partie de ce qui ressort dans les alternatives de seconde intention. En alternative des psychostimulants, on a en France l'atomoxétine. L'atomoxétine qui met avec un accès quand même restreint via cette autorisation d'accès compassionnel. Mais je ne sais pas si Clément, toi, tu veux ajouter quelque chose sur la venlafaxine ou pas? Dans d'autres pays, la venlafaxine, elle est listée dans les alternatives. Troisième ligne. Après, en soi-même, comme je disais, par exemple, pour les comorbidités, TDAH et anxiété, moi, j'aime bien la venlafaxine. Les patients, généralement, aussi, ils aiment bien. Donc, voilà. Oui, en association. Alors ça, en association du méthylphénidate, oui, après... Même en commençant, ça peut calmer. Je peux commencer avec ça. Donc, voilà. Et du coup, chez l'enfant, on l'a plus. Alors que moi, je l'ai vu en pratique. C'était utilisé chez l'enfant à l'époque, en alternative au méthylphénidate, quand ils ne toléraient pas, surtout quand ils n'avaient plus l'appétit. Quand on a arrêté le traitement à cause des problèmes d'appétit, à l'époque, on leur mettait ça. Et ça marchait bien. Et là, on ne l'a plus parce que maintenant, c'était l'ancienne époque avant l'interdiction des antidépresseurs aux mineurs, quoi. Et à l'époque, on avait ça, ça marchait bien. Et là, il y a un vrai sujet pour nous, les pédopsies, de récupérer ces molécules-là quand on doit arrêter à cause de la perte d'appétit. Et ça arrive souvent, surtout que nous, on leur casse leur croissance quand on l'arrête à cause du méthylphénidate. Donc, on est obligé d'arrêter pour ne pas leur casser leur croissance.
Mais on a plus cette alternative-là qui était une super alternative, enfin, en tout cas une alternative à l'époque. Et les anciens nous disaient que c'était quelque chose de bien. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Et là, on n'a plus cette carte-là. Il y a peut-être quelque chose à rediscuter à ce niveau-là aussi en termes pharmacologiques. Bonjour, donc Christelle Coste, psychiatre. Il y a effectivement très peu de temps, j'ai eu une formation avec le professeur Benjamin Roland au Vinatier à Lyon, qui est spécialiste aussi du TDAH et en addictologie. Et on discutait sur l'alternative des traitements, notamment au niveau méthylphénidate, qui est régulateur de la dopamine, modulateur en fait de la dopamine. Et ce qui semblait le plus, il me semble, c'est effectivement l'aripiprazole qui est aussi un effet modulateur de la dopamine pour certains en addictologie, pour l'impulsivité et puis la dysrégulation émotionnelle. Est-ce que vous avez des notions sur l'aripiprazole ? J'ai pas de notion de l'intérêt de la. Donc, ce serait de l'aripiprazole à la place d'un traitement par méthylphénidate dans un TDAH et troubles d'usage de substances comorbides. J'imagine sur l'effet agoniste-antagoniste, c'est ça ? Celui qui se rapprocherait le plus. Donc, qui se rapproche le plus en matière pharmaco. Donc. Chez ces personnes qui avaient effectivement qui prenaient de la cocaïne, donc lui m'a dit qu'il fallait le faire sous couvert effectivement d'une surveillance cardiovasculaire parce que ça pouvait diminuer fortement la consommation de cocaïne. Après moi mon patient, il n'a pas voulu. Voilà, mais donc je sais à ce moment-là où effectivement je lui ai demandé l'Abilify, effectivement on en a discuté. Et voilà, c'est ce que je voulais transmettre. Après, chez le mineur, en tout cas, l'aripiprazole, à partir de 13 ans, est indiqué dans le trouble des conduites. Et parfois, quand ils sont comorbides, c'est pas le TDAH qu'on traite, c'est le trouble des conduites qu'on traite. Des fois, dans leur histoire, c'est ça qu'on traite. Mais le docteur Carton a peut-être d'autres réponses à vous apporter. Caron. C'est pas facile. Non, je voulais juste dire qu'il y a quand même ils sont pas ils peuvent être complémentaires, mais aussi c'est pas si simple que ça. Ils jouent pas forcément sur les mêmes cibles pharmacologiques. Alors on peut très bien les utiliser en même temps dans des circonstances très particulières, mais globalement, il faut quand même essayer d'éviter la coprescription. De ces deux troubles. Alors ça m'est arrivé de le faire, donc je dis pas que c'est pas bien et quoi que ce soit, c'est assez spécifique, mais on joue à la fois sur le post-synaptique du coup et le présynaptique qui sont en remodelage permanent. Chaque modification de posologie de l'un peut influencer beaucoup la réponse à l'autre et potentiellement si on dose à fond par exemple sur de l'aripiprazole à 30 mg, et ben ça aurait le méthylphénidate n'aura absolument aucun intérêt parce que tous les récepteurs postsynaptiques seront bloqués et du coup le méthylphénidate ne servira à absolument rien. Donc avec des petites posologies, etc., ça peut être utile, ça peut être pertinent, mais c'est vraiment des trucs un peu niche. Enfin voilà. Alors, ça dépend du poids. Est-ce que l'effet agoniste... En fait, il y a un effet antagoniste dopaminergique de l'aripiprazole, un effet agoniste dopaminergique du méthylphénidate. Donc, même si...
Ah, mais l'effet partiel, si vous le mettez à 30 mg, vous ne l'aurez pas. Et le nombre de patients qui ont des 1,5-2 mg kg de méthylphénidate parce qu'à côté, ils ont des neuroleptiques Risperdal à pleine dose. Moi, le premier truc quand je suis en consultation pédopsie, c'est j'arrête le neuroleptique et je baisse mon méthylphénidate. Et là, il est efficace. Alors que même à dose divisée par 2 de méthylphénidate, il est efficace juste parce que j'ai viré le neuroleptique. C'est ça le nombre de fois que je l'ai fait, parce que les gens, ils font co-prescriver neuroleptique et méthylphénidate. Et le nombre de fois où en virant le neuroleptique, c'est devenu efficace méthylphénidate, je pense qu'on a tous cette expérience-là. Donc, en tout cas, après, ça m'est aussi arrivé, peut-être pas pour la même raison, de ne plus chercher à traiter le TDAH, mais de traiter le trouble des conduites. Parce que des fois, entre les deux troubles, il y en a un qui est plus impactant que l'autre. Mais... Oui. Oui, l'effet modulateur, mais attention à cet effet modulateur qui a très faible dose et que vous n'aurez pas forcément. Et d'ailleurs, même sur l'effet anti-impulsif, à 2 mg chez un adulte ou 3 mg d'aripiprazole chez un adulte, vous aurez attention à l'effet que vous aurez, quoi. Donc, bon, que vous n'aurez pas du tout. Donc, il y a cette question-là, mais bon. Je ne sais pas si vous voulez ajouter des compléments sur ce sujet. Non, peut-être juste sur la part addicto, sur l'intérêt du méthylphénidate dans les troubles addictologiques. Donc vraiment, c'est effectivement, il faut bien prendre en charge de manière combinée les deux troubles pour éviter les retards de prise en charge. Là, les recos actuels sont plutôt dans le sens où si le trouble est bien contrôlé, on peut aller sur du méthylphénidate. Par contre, si le trouble est pas contrôlé, voilà, il y a un effet, une augmentation du risque en fonction du produit associé. Par rapport aux limites de certaines études qui sont conduites sur l'intérêt du méthylphénidate, parce que globalement, les études montrent un effet moindre du méthylphénidate quand il y a un trouble d'usage de substances associées, mais cet effet moindre, il pourrait être lié à des doses de méthylphénidate utilisées dans les études qui seraient trop faibles. Donc il y a certains collègues aussi en addictologie qui disent peut-être qu'il faut augmenter parfois les doses de méthylphénidate dans certains troubles addictologiques. Voilà, il y a des choses comme ça dans la littérature. Okay. Est-ce que vous avez d'autres questions ? En tout cas, merci à toutes et à tous. Je vais laisser la parole à Maxime Bubrowski, le directeur de la FED, pour le mot de la fin. Merci beaucoup Antoine. Je pense qu'on peut applaudir tout le monde encore une fois pour la qualité des interventions et des discussions. Merci à vous. Alors, je conclus, parce qu'il me revient de conclure, j'allais dire. Je serai très bref, d'habitude je suis toujours bref sur les conclusions. Et ce n'est pas parce que c'est, j'allais dire, ma dernière conclusion en tant que directeur de la fédération que je serai plus long. J'ai 3 éléments principaux à vous transmettre pour terminer cet après-midi. D'abord, des remerciements à tous les orateurs qui nous ont fait le plaisir et l'honneur d'être présents cet après-midi et de nourrir les discussions et les échanges qu'on a pu avoir. Je pense qu'effectivement, c'était extrêmement intéressant, tout à fait passionnant. On le voit riche d'échanges, de discussions, de questions qui nous restent et d'options sur l'organisation des soins et la prise en charge des patients qu'on va pouvoir accompagner par la suite. Donc un grand merci à tous les intervenants, un grand merci aux équipes de la Fédération et aux équipes de l'EPSM des Flandres qui ont participé à l'organisation de cette demi-journée. C'est toujours un travail important qui permet que tout se passe au mieux. Donc merci à eux et puis surtout un grand merci à vous. Je pense que c'est une réussite aussi parce que on était nombreux cet après-midi, nombreux à participer. C'est toujours important et c'est toujours très satisfaisant pour tout le monde. Donc un grand merci de votre présence. Alors je me permets de faire le lien avec ce qui a déjà été évoqué par Martine Lefebvre et Antoine Lameur tout à l'heure sur le fait que la fédération, c'est pas des gens qui travaillent à la fédération, c'est l'association des établissements qui font de la psychiatrie dans la région et surtout l'association et les échanges entre les professionnels de ces établissements qui ont une activité de psychiatrie dans la région. Donc finalement la fédération c'est un petit peu nous tous aussi là aujourd'hui et c'est important d'être présent et je pense que ça compte et j'espère que c'était utile pour vous d'être là cet après-midi et pour rebondir sur ce qui a déjà été dit, la fédération il y a plein d'autres choses et je ne peux que vous encourager à reprendre contact, discuter si vous avez des idées, des questions et effectivement le sujet de la recherche en psychiatrie ça concerne tout le monde, c'est pas uniquement quelques chercheurs
observateurs dans un coin. Vous avez vu que finalement les gens qui participent et qui présentent des données, c'est des médecins, des non-médecins, des soignants, des infirmiers, des psychologues, que effectivement les travaux vont de travaux qui sont réalisés pendant les études à des travaux réalisés par des universitaires capés. Donc voilà, c'est pour tout le monde, et je pense que c'est important de ne pas se sentir illégitime dans la réflexion, les questions autour de la recherche. Donc n'hésitez pas à reprendre contact, à participer, à discuter ou à amener vos idées, j'allais dire. Parce que finalement, pour resynthétiser un petit peu tout ça, la fédération, ça sert, oui, à soutenir la recherche au sein de la région pour l'ensemble des professionnels et l'ensemble des établissements. Ça sert à améliorer les pratiques, directement et indirectement par ce travail. Travailler sur les questions d'innovation, de déploiement de nouvelles pratiques, de réflexion et de validation de ces nouvelles pratiques, c'est un élément important aussi. Et alors, petite parenthèse, parce que c'est un sujet qui a été évoqué tout à l'heure, vous savez que la troisième grande mission de la fédération, c'est de maintenir l'Observatoire régional de la santé mentale, donc finalement de fournir de la donnée aux professionnels et aux établissements et aussi à d'autres partenaires sur ce qui se passe en termes de description socio-démographique, organisation des soins et données sanitaires. Et l'année 2026, alors c'est un travail qui est déjà engagé depuis l'année dernière, mais l'année 2026 va voir la mise en place d'un annuaire régional des ressources en matière de psychiatrie et santé mentale qui s'appelle VIAPSI, qui est en cours d'élaboration. Alors je fais le lien et j'en parle un peu plus parce qu'effectivement on évoquait tout à l'heure ces questions sur les réseaux spécifiques pour le TDAH, mais on est interpellé sur pas mal d'autres réseaux spécifiques. Et je pense qu'il faut pouvoir aussi saisir l'opportunité du déploiement de VIAPSI qui s'adresse aux professionnels et aux usagers, /patients, /personnes concernées, comme vous voulez, enfin en tout cas à tout le monde, pour effectivement pouvoir implémenter peut-être des sujets sur l'accès aux soins pour des questions spécifiques comme celles dont on a discuté cet après-midi. Mais sachez que cet outil va être mis en place, est en cours de travail, en cours d'élaboration. Pas hésiter à en discuter non plus. Il y a des groupes de travail, des comités de pilotage qui sont mis en place, etc. Et il devrait être disponible dans le courant de l'année 2026. Donc voilà, ça c'est les trois grandes missions de la fédération, la recherche, l'innovation et l'observatoire. Encore une fois, n'hésitez pas à nous recontacter. Il y a de la place pour tout le monde pour discuter, organiser les choses, réaliser des stages, des formations, etc. Enfin, en fonction des besoins aussi des différents établissements et des différents services. Toute dernière chose pour terminer, vous donner rendez-vous. Alors, je vous invite à si vous n'êtes pas inscrit encore à la newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Allez voir sinon régulièrement sur le site. Je ne vous fais pas le planning de l'année parce qu'il n'est pas encore complètement bouclé. En tout cas, il y aura effectivement sur ces supports et sur les supports des réseaux sociaux, en particulier sur le LinkedIn, qui est finalement le support qui fonctionne le mieux en termes de réseau pour nous, les dates et les thématiques des prochains événements. Effectivement, la journée régionale en fin d'année, les demi-journées dans les différents établissements, demi-journée thématique, une journée recherche qui sera organisée au printemps, qui avait été organisée l'année dernière en demi-journée, mais cette année, je pense qu'on aura la marge pour organiser une journée à la fin du printemps qui sert justement à permettre à chacun de communiquer, d'échanger sur les résultats des travaux qui ont été réalisés dans la région en matière de recherche. Et la prochaine date qui est fixée, qui est le 31 mars de cette année, où, en collaboration avec pas mal de collègues qui s'occupent de psychiatrie légale, on va participer à remettre en place les journées psychiatrie et justice. Alors, c'était un événement qui qui a existé pendant plus de 15 ans, je pense, qui était régulièrement organisé, qui s'est un petit peu arrêté à la fin des années 2000, un peu avant le début des années 2020. Donc, qui est remis en place cette année. Donc, on aura une nouvelle itération des journées psychiatrie et justice en collaboration avec la fédération le 31 mars à Lille, au Palais des Beaux-Arts, qui traitera des questions de soins, je vais réussir à le dire, de soins sans consentement en ambulatoire et de soins pénalement ordonnés en ambulatoire. Voilà, c'était les éléments principaux que je voulais échanger avec vous. Encore une fois, merci à tous de votre présence et de votre participation et à très bientôt, j'espère.